J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leur masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor M-E-N-T-O-R Show S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Aujourd'hui, dans Métamorphose, j'accueille une journaliste qui a travaillé 15 ans pour la presse féminine et dit qu'elle a toujours eu une attirance pour les sujets lourds, qu'elle ne voit pas de façon négative, mais plutôt leur aspect résilient. Après le départ de son papa, qui était athée, elle entame une formation universitaire sur le deuil et elle découvre alors combien ce sujet pesant est tabou. Elle fonde alors le site happyend.life pour vivre en paix et réhabiliter la mort dans nos vies et publie un livre, Un enterrement comme je veux. Aujourd'hui, nous allons parler avec joie du thème du deuil, de la mort et de la vie. Je suis ravie d'accueillir Sarah Dumont dans Métamorphose. Bonjour Sarah. Bonjour Anne. Alors pourquoi la mort est-elle encore aussi taboue dans nos vies ? La mort, elle est taboue parce que on n'a pas envie de se rappeler de notre condition de mortel. Donc on est dans un déni de la mort. Et puis je pense aussi que le fait que des progrès médicaux, etc., qu'on a finalement oublié, qu'on était tous amenés à mourir. Ça, c'est vrai pour les sociétés occidentales, c'est pas vrai pour... non, c'est vraiment lié à nos sociétés occidentales, effectivement. Ouais. Quels sont les peuples pour lesquels la mort est vraiment intégrée à la vie, justement ? Il y en a beaucoup. L'Inde, peut-être. Voilà, les pays d'Asie. Je pense aux Toraja en Indonésie qui vivent longtemps avec leurs morts, qui les habillent. Il y en a énormément, en fait. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour toi réhabiliter la mort ? J'aime bien ce terme de réhabilitation. En fait, lui refaire une place, en parler, déjà prononcer ce mot mort qu'on ne prononce très rarement, même quand on en parle aux enfants. On va pas leur dire ton grand-père est mort, on va avoir tendance à vouloir lui raconter des histoires alors qu'il est tout à fait capable d'entendre cette information, et même quand on y réfléchit, quand on veut annoncer la mort de quelqu'un qui est proche de nous, qui était proche de nous, on va avoir du mal à dire il est mort à quelqu'un pensant qu'on va l'agresser. Donc voilà, c'est quand je dis réhabiliter la mort, c'est s'autoriser à en parler plus librement, à évoquer le sujet, que ce soit parce qu'on y pense par rapport à sa propre mort, sa propre disparition, la disparition éventuellement d'un proche. Lui redonner sa place, sa juste place. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus de place vraiment dans notre société. Oui, on va plus non plus vraiment au cimetière. Autrefois, il y avait aussi peut-être des rites religieux qui faisaient qu'on allait peut-être plus régulièrement à la Toussaint sur les tombes. Maintenant, c'est Laurent Gounel, je me souviens, qui disait ça. Il dit on ne va plus au cimetière finalement. Alors, on y va effectivement pour la Toussaint. Alors,
je sais pas si c'est tout à fait vrai parce que j'ai pu discuter pendant le confinement avec pas mal de personnes qui souffraient énormément de pas pouvoir aller sur les tombes de leurs proches pendant le confinement. Je pense que ça reste un repère et un lieu de recueillement, le cimetière, pour beaucoup de personnes. Maintenant, clairement, la perte des valeurs religieuses fait aussi que on accompagne moins la mort, enfin, qu'il faut trouver de nouvelles façons de l'accompagner, de la vivre, de la ritualiser, pour pouvoir se séparer plus facilement de nos morts. Bien sûr. Toi, c'est la mort de ton papa qui a été le point de départ de cette prise de conscience. Oui, parce que il n'était pas croyant et c'était quelqu'un d'assez atypique, si je connaissais. Et c'est vrai que très bizarrement, d'ailleurs, ma mère et moi avons relevé des années auparavant, sans se consulter, le nom d'une entreprise de pompes funèbres qui organisait des enterrements originaux. D'accord. Et donc, quand qu'il est mort, on s'est dit, moi j'avais relevé ce nom, moi aussi. Donc c'était une évidence pour nous. Et ils ont su nous écouter, ils ont su nous accompagner, et ils ont compris qu'on voulait pas aller dans un crématorium ni au cimetière de toute façon. Donc ils nous ont trouvé un lieu qui nous convenait, donc la Bellevilloise, qui est une salle de concert parisienne très sympa dans le 19e à Paris. Et en vivant ce moment-là dans cet endroit déjà, moi on se sentait bien, et puis les gens ont pris la parole et ses amis, ses proches ont applaudi. Et au début, j'ai été surprise. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. J'avais jamais entendu des gens applaudir à un enterrement. Et puis, après, ça m'a mis en joie. Je me suis dit, en fait, ils se sentent libres d'être ce qu'ils ont envie d'être à ce moment-là. Et je pense que le fait d'avoir été en dehors d'un lieu dédié à la mort, finalement, leur a apporté cette liberté. Et après, son cercueil est parti recouvert de post-it sur lequel chacun avait écrit un mot, et on est resté ensemble. Il est parti tout seul au crématorium se faire crématiser. Et quelques temps après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, mais ah bon, on a le droit de faire ça? Oui. Alors je me suis dit waouh, alors il faut quand même le dire aux gens, oui, on a le droit de faire ça. Et puis moi je me suis rendu compte aussi que ça m'avait énormément aidé dans mon cheminement de deuil, parce que dans ce moment-là reste un souvenir joyeux, ce qu'on peut pas dire de tous les enterrements, et que voilà, j'avais eu le sentiment d'être en justesse vis-à-vis de nous et vis-à-vis de lui à ce moment-là. Et du coup, ça m'a donné envie en tout cas que de plus de personnes puissent savoir que c'est possible, qu'on a le droit d'avoir un enterrement qui nous ressemble, et puis de porter ce message, en fait. Oui, tu avais l'impression qu'on célébrait aussi sa vie, effectivement. Exactement. À ce moment-là. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, parce que ils me disent, moi, Happy End, c'est exactement ma façon de penser, c'est que moi, je veux qu'on célèbre ma vie. Oui. Je ne veux pas qu'on pleure ma mort. Alors bien sûr qu'il y a des larmes, ça n'empêche pas du tout d'être triste quand on accompagne son défunt au moment de ses funérailles, mais par contre, c'est une célébration de vie. Oui. Avant tout, quand même. Enfin, en tout cas, de mon point de vue et du point de vue des personnes qui peuvent venir à ma rencontre. Ça, c'est vrai, plus particulièrement quand la fin de vie a pu être accompagnée et qu'elle est peut-être pas forcément violente, je dirais, ou plus peut-être naturelle, entre guillemets, même si ton papa est mort quand même prématurément, malgré tout. Mais... Alors, je pense qu'effectivement, c'est plus facile de le vivre comme ça quand on a pu s'y préparer un petit peu avant. Mais malgré tout, je connais des mamans qui ont organisé des enterrements qui ressemblaient presque à des goûters d'anniversaire pour leur enfant, avec un gospel, avec un goûter, avec beaucoup d'autres enfants, avec des réunions, des chants, enfin voilà, je pense que, et c'était des morts brutales. Je pense que après voilà, effectivement, on n'a pas toujours l'esprit, enfin la disponibilité d'esprit nécessaire quand on est sous le choc d'un décès brutal pour organiser ça, et c'est tout l'intérêt de ces nouveaux accompagnants, de ces nouvelles pompes funèbres qui sont vraiment dans un registre d'accompagnement pour créer une cérémonie à l'image de la personne qui est partie, et qui peuvent venir en support et pas proposer un pack tout fait qui correspond pas à tout le monde, qui correspond à toi. Tu as vu vraiment les choses évoluer. Alors tu as écrit un livre justement sur le sujet, Un enterrement comme je veux. Tu vois vraiment un renouveau à ce niveau-là?
Alors il est lent, mais clairement, il y a des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver et qui ont à cœur, d'ailleurs, qui sont beaucoup de reconversions, qui ont souvent eu une mauvaise expérience avec des pompes funèbres, qui ont été déçus de l'enterrement qu'ils avaient vécu, et donc qui se lancent effectivement avec cette envie de vraiment d'être dans l'accompagnement. Et ça va être des petites entreprises familiales, ça va être les coopératives funéraires, qui est un nouveau modèle qui cartonne au Québec notamment, qui a même réussi à renverser le marché, à faire réduire les coûts. Voilà, donc il y a tout et aussi des pompes funèbres qui vont aussi proposer autre chose que de vendre des cercueils. Alors il y a l'accompagnement des familles, la construction de la cérémonie, mais aussi organiser des cafés mortels, des réunions d'information sur les funérailles écologiques, sur les différents rites funéraires en fonction des croyances, etc. Donc oui, je pense qu'il y a un nouveau courant qui est en train d'arriver et je m'en réjouis. Oui, ça, on sort vraiment du tabou. Alors toi, tu organises des apéros de la mort chaque mois, en dehors évidemment de période de confinement. Tu les as fait, j'imagine, sur Zoom. Ouais. Voilà. Alors, qui vient s'exprimer sur ces sujets? Qui a envie d'y participer? Et je précise que le concept du café mortel est né en 2004 en Suisse, avec Bernard Creta, qui est sociologue et anthropologue, qui souhaitait renouer, et je le cite, avec la tradition païenne des repas de funérailles où les vivants resserraient leurs liens tout en lâchant ce qu'ils avaient sur le cœur. Je trouve ça très beau. Ouais, complètement. En fait, c'est les apéros de la mort. L'idée est venue quelques mois après la création du site, où je me rendais compte que ces personnes qui m'écrivaient, j'avais envie qu'on se réunisse et qu'on en parle de visu. Je trouvais qu'il y avait rien de tel qu'une vraie rencontre. Et donc, je me suis dit, j'ai commencé à chercher. Je suis tombée sur les histoires de Death Café et je me suis procuré le livre de Bernard Creta. Et voilà, j'ai lu donc son mode d'emploi, qui était tout simplement, parce que j'étais quand même un peu intimidée à l'idée d'organiser ces réunions. Je me disais, est-ce que j'ai la force de le faire? Et en lisant, je me suis dit, mais en fait, il suffit d'être, c'est des réunions de mortels, en fait, on est tous mortels. Il y a pas, on est tous sauf sachant dans ce moment-là. C'est bien ce qui défend dans son livre. C'est juste d'accueillir la parole et de lui laisser sa place. Par contre, j'avais l'envie de pas l'appeler café mortel pour insister sur le fait, toujours dans l'idée de réhabiliter le mot mort. Voilà. Et quitte à être un peu provoque, en le mêlant à l'apéro, ça faisait beaucoup. Je me suis quand même interrogée pas mal avant de garder ce nom. Et aux premiers apéros, avec la personne avec qui je co-anime, donc qui est Sophie Poupard-Bonnet, qui est une coach accompagnante de deuil, on posait la question, qu'est-ce que ce mot vous évoque? Est-ce que ça vous choque? Et puis, il y avait des personnes de 20 à 80 ans qui étaient là. Ouais, c'est chouette, ça. Ouais, vraiment un mélange de générations. Et ils nous disaient, écoutez, oui, c'est sûr que c'est un petit peu raide, mais au moins on sait de quoi on va parler. Et voilà, et je me disais, s'il y a des personnes de 20 à 80 ans qui viennent à des apéros de la mort, qui se déplacent pour venir, etc., c'est que ça va aller, en fait. Et donc, à un moment, j'ai dit, allez, c'est bon, on le garde. Et donc, qui vient? C'est vraiment tout type de personnes, puisque justement c'est pas un café deuil, c'est un apéro de la mort, donc ça va être des personnes qui s'intéressent à leur propre finitude, des personnes qui ont accompagné quelqu'un en fin de vie ou qui ont perdu un proche, beaucoup d'endeuillés quand même, ou des personnes qui veulent par exemple, je pense à une jeune femme l'autre jour qui était venue parce que elle, dans sa famille, on parlait jamais de la mort et qu'elle voulait voir ce que ça faisait ce que ça pouvait faire d'en parler. Elle n'a pas pris la parole ce jour-là, mais elle était contente de voir des gens parler de la mort comme ça. Faire tomber ce tabou, quoi. Exactement, ou une femme qui a un TOC vis-à-vis de la mort et dès qu'elle voit des faire-part ou un corbillard, elle est vraiment très très mal, très atteinte et voilà, en fait voilà. Donc ça réunit vraiment tout type de profil. Ça a vocation vraiment thérapeutique ou de dépôt de parole? Non, il y a vraiment pas de vocation thérapeutique et ça j'insiste là-dessus. D'ailleurs, c'est pas des réunions où on se rassemble tous ensemble. On ne crée pas de groupe récurrent. Maintenant, il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. Je pense que ça fait du bien. On passe vraiment un bon moment, c'est souvent assez puissant. Il y a du rire, il y a des larmes. Voilà, je pense qu'en tout cas c'est un moment libérateur.
Les gens viennent régulièrement ? Il y a des personnes qui sont venues 3 fois d'affilée, 4 fois d'affilée. Ce qui a été super pendant le Covid, enfin, si je peux dire, c'est que ça a permis de passer sur Zoom, ça a permis de réunir des gens de Bogota, de l'île Maurice, enfin voilà, donc ça c'est et de province, parce que finalement aujourd'hui il n'existe que à Paris. Et ça c'était super chouette de pouvoir rassembler des gens de partout. Ouais, ça c'est vraiment une super initiative, je trouve. Ça n'existait pas en France ? Alors, il y a des cafés deuil, oui. Voilà, mais qui vont être liés au deuil, pas à la mort. Il y a un groupe aussi de Valérie Séguin qui parle de la mort aussi, mais plus d'un point de vue spirituel ou sur les expériences de mort imminente. Oui. Voilà, mais ça n'existait pas. Au-delà, etc. Voilà, exactement. Mais sous cette forme-là, non. D'accord. Donc ça c'est bon, très bon à savoir. Donc là on peut retrouver aussi les informations sur ton site pour les retrouver. Toi tu proposes aussi d'organiser des obsèques à son goût par rapport à des rites funéraires un peu comme on veut. Qu'est-ce que les gens cherchent finalement et pourquoi est-ce qu'on préparerait comme ça ces funérailles ? Qu'est-ce qui donne envie de préparer ces funérailles ? Parce que c'est pas évident d'y penser. Toi, Non. Alors sur ton site, j'adore parce que tu as des posts qui sont assez drôles aussi sur le sujet, où tu as dit ça y est, j'ai préparé, voilà, tu expliques. Et moi, ça m'a beaucoup détendu en fait d'aller lire ça. Et comment tu l'abordes ? Quand j'accompagne donc, je propose des accompagnements soit collectifs, soit individuels, pour réfléchir à son départ. Alors, les personnes que ça va intéresser, c'est justement des personnes qui ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent et qui veulent finalement que leur départ soit presque un message, enfin c'est une façon de laisser un message, de faire un cadeau à leurs enfants, de les accompagner en fait. C'est voilà le dernier cadeau. Je pense notamment à un monsieur que j'accompagne qui se sait condamné. Peut-être à plus ou moins long terme, peut-être qu'il vivra 10 ans, mais en tout cas voilà, c'est un vrai sujet. Et il avait envie de construire une cérémonie vraiment à son image. Et donc par exemple avec lui, il va rencontrer un artiste qui fait des mandalas magnifiques dans le sable qu'il va offrir à ses enfants et à sa famille et à ses proches à sa mort. Et ils auront l'occasion de vivre cette expérience un peu transcendantale d'au dernier hommage qu'ils pourront lui rendre à travers une œuvre. Voilà. Et il a été très séduit par cette idée, par exemple. Oh, c'est beau ça. Et en plus, il va passer du temps avec cet artiste pour lui raconter qui il est. Donc cet artiste sera un peu imprégné de son énergie, ce que je trouve fabuleux. Voilà, il veut aussi, par exemple, faire un journal de bord parce qu'il va probablement être greffé, raconter ça à ses enfants, comment il le vit. Et donc, je vais l'accompagner là-dedans, l'aider, faire office de support technique. Enfin, voilà, ce sont des personnes ou alors ça va être une femme parce qu'elle veut absolument devenir un arbre. Bon, elle sait pas comment s'y prendre. Donc, moi, je vais aider, en fait, à répondre à des souhaits très précis. Ou alors faire émerger des souhaits. Parce que parfois, les gens, et je pense encore à hier où j'ai eu 2 discussions où des jeunes, des personnes de mon âge me disaient « Ah bon, on peut pas disperser les cendres en pleine nature. Ah, ma mère voudrait être dispersée là, à Noirmoutier dans la mer, mais non, on n'a pas le droit. » En fait, je me rends compte que les gens ne savent très peu de choses sur le sujet, voire rien. Donc, je trouve que voilà, de leur donner de l'information, c'est leur permettre une forme de liberté, puisque sans savoir, on peut pas choisir. On n'a pas le droit de disperser les cendres comme ça ? Si, bien sûr, justement, on a le droit. D'accord. Mais il y a plein de personnes en ce moment qui me disent on n'a pas le droit, je crois qu'on n'a pas le droit de disperser en pleine nature, mais bien sûr qu'on a le droit. Donc, il y a une nécessité d'information, quoi. Bien sûr. Toi, comment t'es venue l'idée de préparer ton propre rite ? Tu l'as fait aussi pour montrer l'exemple ou c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur ? Alors, je pensais que ce serait facile. Oui. J'ai mis 8 mois à le faire. Donc, en fait, même quand on est dans le sujet, que je baigne dans le sujet, finalement, c'est vrai que c'est un acte difficile. Je l'ai fait par sens de responsabilité vis-à-vis de mon mari. Puis aussi, j'étais allée à un dîner avec des amis. C'est des couples, on est depuis 20 ans avec nos compagnons. Et à table, donc, on discute de ça et je me rends compte que ils savent pas. Personne ne sait qu'est-ce que l'autre veut. Il y en avait un qui voulait être enterré à Étretat, à côté de la maison qu'il venait d'acheter. Et un autre qui voulait absolument la crémation. En fait, les couples n'avaient pas du tout dialogué sur le sujet. Et je me suis dit quand même, au bout de 20 ans de vie commune, si on n'a même pas abordé ce sujet alors qu'il est capital, voilà, il faut pouvoir le dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis en contact avec des personnes qui souffrent énormément de ne pas avoir su.
d'avoir fait des choix sans être convaincu que c'était le choix de la personne qui est disparue, et que ça peut vraiment créer au sein de fratries, de familles, des conflits. Bien sûr. Et récemment, je m'entretenais avec des notaires qui me disaient qu'il y avait beaucoup de conflits qui explosaient au moment de l'organisation des obsèques. Je parle pas de succession. Ouais. Ça devient un vrai sujet, en fait. Et le respect de la mémoire n'est pas perçu de la même manière. Oui, ou alors quelqu'un va interpréter. C'est pour ça que je dis que c'est important de l'écrire, parce que quelqu'un peut interpréter une parole. Non, mais elle m'a dit ça. Mais non, mais moi, j'ai pas entendu ça, j'ai pas compris ça. Donc, c'est vrai que c'est un embarras. Ça peut être de la culpabilité pour ceux qui restent, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça quand on est en deuil, et que finalement vraiment d'agir en sachant exactement que c'était ce que la personne voulait, ça quand même amène de l'apaisement, et que ça c'est quand même pour moi une forme de responsabilité, c'est-à-dire qu'on est acteur de sa vie, mais on est aussi acteur de sa mort, et que on doit transmettre ces informations, exactement comme pour le don d'organes, le don du corps à la science. Ça fait partie des choses qu'on doit dire, et on doit entamer un dialogue là-dessus. Ou alors, en tout cas, écrire, laisser une trace. Est-ce que tu as le sentiment que les personnes qui ont la foi, une spiritualité, quelle qu'elle soit, intègrent plus facilement la mort avec cette espérance, soit de la réincarnation, soit de la vie éternelle après ? Alors ça dépend vraiment des gens, parce que moi en tout cas j'ai l'impression que ceux qui ont, je peux pas trop me prononcer sur ceux qui peuvent anticiper leur décès, enfin ceux qui peuvent réfléchir à leur propre mort, mais par rapport aux personnes que je rencontre, donc qui ont vécu un deuil, je trouve qu'il y a une vraie, le fait de croire à une vie après la mort, d'avoir cette forme de spiritualité, ces croyances en tout cas, que ça leur amène un vrai apaisement. Il y a quelque chose qui jaillit, comme si le lien n'était pas coupé, et que ça les aide. C'était vraiment aidant. C'est important de vraiment réussir sa mort, on peut dire, c'est-à-dire d'aller... Je pense à une amie qui est morte d'un cancer il y a à peu près 2 ans, ça fera bientôt 3 ans là, fin août. Et ses amis, et c'est très proche, moi j'étais pas autour d'elle, j'étais pas dans le premier cercle au moment de sa mort, et ses amis, sa compagne qui était là au moment du dernier voyage ont dit sa naissance avait été très douloureuse et son arrivée sur Terre très compliquée, et en fait par contre sa mort a été vraiment une joie, elle a été dans un apaisement, elle a rendu son dernier souffle dans une espèce de transe en fait. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, vraiment très mystique qui s'est joué à ce moment-là. Même si sa mort était assez brutale, parce qu'elle est partie en 3 ou 4 mois d'un cancer, elle a été emportée très vite. Mais quand même, cette préparation avec des personnes autour d'elle lui ont permis vraiment de vivre ça. Je pense savoir de qui tu parles. Je pense qu'effectivement, certaines personnes peuvent vivre ça comme un voyage, un voyage initiatique. C'était le cas de mon père. Je me souviens de la fin de sa vie. Moi, j'avais un soir où j'étais vraiment triste de savoir qu'il allait mourir. Et il m'avait appelé, il m'avait dit, tu sais Sarah, ce que je vis c'est intéressant. T'inquiète pas pour moi, quoi. Ça me fait des frissons quand tu dis ça. Mais je pense que effectivement, quand on est bien entouré. Quand on peut parler, échanger, être entouré de ceux qu'on aime, pouvoir, on peut le vivre de façon intense en fait. On peut le vivre quelque part, même si on a tous peur de mourir, etc. Il y a un moment où on lâche et il peut y avoir de l'apaisement et beaucoup d'amour en fait, beaucoup de. Et je pense que aussi pour ceux qui accompagnent, quand ils peuvent bien accompagner, quand dans les unités de soins palliatifs ils sont bien accueillis, qu'il y a vraiment tout un dialogue qui s'inscrit autour d'eux, où les enfants peuvent venir, où ils ont leur place, ça peut être assez fabuleux dans le sens de l'expérience et du lien qui reste jusqu'à la fin. Voilà. Donc oui, je pense que pour certaines personnes, ça peut... On devrait vraiment s'y préparer, selon toi, psychologiquement, émotionnellement. Est-ce qu'on peut s'y préparer ? Je sais pas si on peut se préparer. Je pense pas. Ce que je dis, c'est en revanche, moi, ce que j'aime aussi dans l'idée de penser à sa mort, c'est aussi se rappeler sa finitude. C'est aussi se poser la question tous les matins, est-ce que la vie que je mène, elle me plaît vraiment ? C'est arrêter de subir des choses qu'on n'a plus envie de subir. Donc je pense pas qu'on puisse se préparer à partir, parce que on a envie de vivre le plus longtemps possible, bien évidemment, mais en revanche, de
vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ça permet quand même de vivre plus heureux, je pense. Toi, tu as intégré ça depuis que tu travailles sur ce sujet, tu as le sentiment? C'est pas facile, mais j'essaie de me le rappeler. Il y a des matins, quand je suis pas très en forme et tout, je me dis, écoute Sarah, franchement, voilà quoi, là t'es en vie, demain ça peut s'arrêter, bah ouais, tiens, est-ce que ça te plaît vraiment? Enfin, je trouve que quand même ça me met dans une dynamique, et puis aussi de fréquenter beaucoup de personnes qui ont perdu un proche, donc des morts parfois extrêmement soudaines, brutales, ça rappelle à l'ordre quand même. Oui, il y a la conscience du temps qui passe et de la vie qui est courte quand même. Ouais, quand même, ça aide. Ouais. Dans ta famille, autour de toi, les personnes ont été surprises que tu travailles sur ce sujet-là? Comment ça a été accueilli? C'est toujours ça surprend. Il y a toujours mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Beaucoup ont pensé que je faisais le deuil de mon père à travers ce happy end. Il y en a qui le pensent encore, même si je leur dis que j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ça surprend, parfois ça fait rire, mais bon, maintenant ça fait quand même 2 ans et demi, donc les gens de mon entourage, maintenant ils ont compris que de toute façon a priori ça va rester mon sujet peut-être jusqu'à la fin de mes jours, et voilà. Mais effectivement, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle fait ça en fait. Voilà. Mais par contre après vient quand même très vite. C'est vrai que c'est quand même très utile. Oui, c'est ça. C'est nécessaire. C'est ça. J'entendais sur France Inter, je sais plus quand, il parlait de cette expression de faire son deuil, qu'on est dans une société qui veut absolument faire son deuil, comme s'il y avait un temps, puis après c'était terminé. Et quelqu'un qui disait, je sais plus, qu'il fallait en finir justement avec cette idée de faire son deuil, qu'on ne fait jamais vraiment son deuil en fait. On fait jamais vraiment son deuil, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je n'emploie jamais cette expression que je trouve extrêmement violente. Oui. Pour moi, on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait, puisqu'il nous transforme à jamais. Et effectivement, ça peut être vécu comme une injonction de se relever vite, ce qui est extrêmement douloureux pour les personnes qui ont perdu un être cher. D'ailleurs, je pense à monter un mouvement en fait de la mort sans tabou. Alors aux États-Unis, il existe le mouvement de la mort positive. Même si moi ce terme me séduit, je ne l'utiliserai pas dans le sens où mort positive, ça peut laisser penser tu as perdu un proche, mais tu dois le transformer en expérience positive. Enfin voilà, et qui rejoint un peu cette idée de faire son deuil. Il faut faire son deuil, etc. La vie doit reprendre, tu dois vivre, etc. Donc effectivement, je suis pour l'abolition de cette expression, et voilà, parce que du coup, ça fait que des gens peuvent se dire mais est-ce que c'est normal? Ça fait 5 ans que je suis encore triste. En fait, il y a aucune règle, et chacun vit son deuil à sa façon, et il y a voilà même les 5 étapes du deuil. Enfin voilà, tout ça n'a pas de sens, dans le sens où chacun fait son propre chemin. Bien sûr. Comment est-ce qu'on pourrait finalement l'appeler, si on devait l'appeler autrement? Moi, je dis cheminer dans son deuil. En fait, pour moi, c'est un chemin, et il y a des pierres qui sont posées tous les jours, et voilà, j'aime bien le terme cheminer. Évidemment, quand on parle du deuil, on pense aussi à l'accompagnement de fin de vie. Et là, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de naître. Et toi, tu parles de doula, d'accompagnement de fin de vie. Comment tu les appelles exactement? Alors, aux États-Unis, c'est Death Doula, Tana Doula, doula de fin de vie. C'est une profession qui existe aux États-Unis depuis 2003, si je me trompe pas. Alors les doulas, simplement pour nos auditrices et nos auditeurs, en principe, ce sont des femmes qui accompagnent à la naissance, déjà le préciser. Voilà, c'est un terme qui vient d'Égypte, ça veut dire servante à la base. Ce sont des femmes qui accompagnaient les parents à la naissance. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des doulas de naissance en France, aux États-Unis. Enfin voilà, c'est vraiment une profession pour le coup qui aujourd'hui est complémentaire de tout l'accompagnement de naissance, enfin avant, pendant, après. Et la même chose en fait est en train de se créer, la même profession pour l'accompagnement de la mort. Ce que je trouve, j'aime bien d'ailleurs, sage-femme de fin de vie. Et donc pour accompagner plus sereinement ce passage, que ce soit la personne qui va partir ou les familles. Donc parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont seuls, qui ont besoin de parler de leur angoisse, qui ont besoin de s'assurer que leurs dernières volontés seront respectées. Donc ça peut être le rôle d'une doula, mais ça peut être aussi de faire le lien avec les soignants, parce que parfois le langage des soignants est pas forcément compris. On a besoin d'un tampon en fait entre les deux. Donc la doula peut jouer ce rôle-là, et puis faire le lien aussi avec la famille qui est de plus en plus éclatée aux 4 coins du monde, de dire vous inquiétez pas, moi je suis avec votre maman, elle va bien, enfin, ou alors revenez vite, ça va pas, enfin voilà, mais de faire ce lien-là. Et puis d'accueillir, on est vraiment dans tout l'aspect aussi émotionnel, d'accueillir la parole, quoi.
de permettre aux gens d'exprimer leur peur, de vivre un dernier rêve. Il y a une ambulance comme ça qui circule dans certains pays, qui est l'ambulance des derniers vœux, des derniers souhaits, des derniers rêves, et qui emmène, je sais pas, quelqu'un manger une glace face à la mer, qui les sort de l'hôpital. Et j'adorerais que ça arrive en France. Et voilà, une doula, elle peut aider à faire ces choses-là. Bien sûr, oui. Et ce que je défends aussi, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on a les soins palliatifs, on a des bénévoles en soins palliatifs, mais moi, je pense que pourquoi demain, on ne mettrait pas de l'argent pour accompagner la mort? On met de l'argent dans tout, on paye bien des coachs en rangement. Je veux dire, pourquoi on ne payerait pas quelqu'un pour nous aider à mieux vivre la fin de vie dans une famille? Bien sûr. C'est tellement précieux. Donc, et pas simplement en soins palliatifs, d'ailleurs. C'est ça peut être à la maison. Il y a quand même 70% des gens qui disent qu'ils voudraient mourir chez eux. C'est tout le contraire, 70% des gens meurent plutôt à l'hôpital. Demain, peut-être que ces nouvelles professions pourront permettre cet accompagnement serein à domicile. Donc là, il y a des formations. Toi, tu as fait une formation autour du deuil, c'est encore autre chose. Voilà, oui. Mais cette formation, au niveau des doulas, tu disais qu'en Suisse... Alors voilà, il y a des formations qui existent aux États-Unis, qui peuvent être faites à distance. Je connais 2 doulas en France qui l'ont suivi comme ça. Et sinon, il y a une formation qui a été créée l'année dernière en Suisse, et qui est d'ailleurs parrainée par Christophe Fauré. Superbe. Ça, faudrait évidemment que ce soit remboursé, ce serait l'idéal. Ouais. On n'y est pas encore. Remboursé par l'accompagnement ou l'école? Non, je parle de l'accompagnement. Ouais, on n'y est pas encore, je crois. Ouais. Mais en Suisse, c'est vrai qu'on est plus ouvert. Peut-être qu'en Suisse, bien sûr. Mais je trouve que voilà, des mutuelles devraient proposer ça, bien sûr, évidemment. Ce serait très novateur, d'ailleurs. Et puis en plus, il y aurait peut-être moins d'arrêts maladie suite au deuil. Un bel accompagnement dans la mort. Est très aidant pour son cheminement de deuil. C'est quand on a le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir été dans la violence, de ne pas avoir s'être compris avec le personnel hospitalier, d'être arrivé trop tard, qui fait qu'aussi parfois on a du mal à dépasser les choses. Donc voilà, il y a ce métier-là, et puis il y a aussi le métier de ritualiste. Alors c'est un nom que j'ai repéré au Canada, que j'aime beaucoup. Il y a une femme qui m'a écrit d'ailleurs tout à l'heure pour ça. C'est comment on peut, quand on vit des deuils difficiles, comment on peut les dépasser en ritualisant. En fait, en rattrapant, parce que parfois, par exemple, on perd quelqu'un, on n'a pas le temps d'organiser les funérailles comme on voudrait, etc. Finalement, on peut organiser quelque chose même des années après, pour dire au revoir à ce défunt dont on n'a pas réussi à se séparer. Et tout à l'heure, il y a une femme qui m'a écrit, qui me disait, voilà, j'ai vécu 7 fausses couches, je m'en suis jamais remis. Est-ce qu'on pourrait se parler pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour ritualiser et dire au revoir à ces bébés. Et ça peut être rien, ça, voilà. Et il y a des personnes que je connais qui permettent d'organiser ces rituels sur mesure. Je pense à une femme qui organise ça pour une famille. Il y a eu un IVG, ils avaient 2 enfants déjà, elle avait pratiqué une IVG, ça n'était pas très bien vécu par la famille. Tous les 4, ils se sont réunis sur une plage avec cette ritualiste et ils ont organisé un petit rituel pour dire au revoir à ce bébé. Et voilà, et je pense qu'ils étaient en paix après, que ça les a beaucoup aidés. Donc voilà, c'est 2 nouveaux métiers que je trouve très intéressants. C'est vrai qu'en thérapie, moi je me suis beaucoup intéressée au transgénérationnel. J'ai publié un livre d'une auteure, Céline Tadiotto, sur le sujet, avec qui j'ai fait 2 podcasts. Et dans la thérapie que j'ai faite moi-même sur le transgénérationnel, on va aussi ritualiser, même avec des arrière-grands-parents qu'on n'a pas forcément connus. Par exemple, de quoi aurait eu besoin cette personne, par exemple mon arrière-grand-père qui est mort pendant la guerre 14-18, donc de mort violente, de quoi aurait eu besoin cet arrière-grand-père à ce moment-là pour se sentir en paix? Il aurait besoin certainement qu'il y ait des accords de paix, il avait froid, il aurait eu besoin peut-être d'avoir des vêtements, etc. Et donc on va ritualiser comme ça dans cette thérapie transgénérationnelle vraiment le besoin de cette personne et se recontacter avec elle. Alors après, soit on croit effectivement à la communication avec les défunts, c'est encore autre chose, mais ne serait-ce que dans cette thérapie transgénérationnelle, il y a quand même une réhabilitation du défunt, qu'on l'ait connu ou pas à ce niveau-là. C'est très puissant. Très puissant, et je pense qu'effectivement, on peut réparer nos morts, en fait. Donc, il y a tout un travail qui peut être fait aussi de cette façon-là. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, cet aspect-là. Cet aspect-là. Est-ce que tu es aussi face à des gens qui ont justement des contacts? Alors là, il y a eu Stéphane Henix qui avait écrit ce fameux livre sur la communication avec l'au-delà, voilà, le test. Et puis celui d'après, sur la mort. Ouais. Je me souviens plus du nom. La vie après, je crois. Ouais, la vie après, ouais, c'est ça. Et il dit que beaucoup de gens témoignent en fait de contact avec leurs défunts et ils ne sont pas entendus.
Alors, je dirais quand même que ces livres ont beaucoup aidé Oui. à démocratiser le sujet, à permettre aux gens de s'autoriser à en parler. Moi, c'est fait partie des sujets qui intéressent le plus sur mon site, Oui. les sujets sur les signes des défunts. Et ouais. Parce que il y a des gens qui m'écrivent régulièrement me dire voilà, et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'ils me disent voilà, j'ai vécu ça, est-ce que vous pensez que c'est un signe? Mais je pense qu'il y a que nous qui puissions le savoir. Enfin, en fait, je pense qu'on est capable de reconnaître un signe au bien qu'il nous fait. Alors il y a évidemment des personnes qui disent mais tout ça, vous inventez des histoires pour vous faire du bien, mais peu importe. En fait, pour moi, je pense que la médiumnité, pour entrer en contact avec un défunt, est une ressource supplémentaire, comme un thérapeute peut l'être, un sophrologue, pour cheminer dans son deuil. Mais si ça fait du bien, combien de personnes j'ai interrogées qui avaient été vraiment en paix après avoir recevoir un message de leur défunt par l'intermédiaire d'un médium. Ils font de mal à personne, ça leur fait du bien. Enfin, en fait, chacun trouve ses propres outils, ses propres ressources pour avancer. Bien sûr. Moi, il m'est arrivé, je sors un peu de mon rôle de journaliste là, mais il m'est arrivé une anecdote très troublante moi, je pense que j'ai eu le virus pendant la pandémie, tout au début. Et à ce moment-là, j'ai senti vraiment la présence de mon grand-père pharmacien qui est décédé il y a très longtemps. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, je sens sa présence alors que je la sentais pas particulièrement. Et je lui ai dit est-ce que tu peux... Alors lui, c'était vraiment comme un druide, il était breton, et puis à l'époque, les pharmaciens faisaient beaucoup de préparation et de potions par eux-mêmes, même s'il avait une officine classique conventionnelle, mais à l'époque, les pharmaciens préparaient beaucoup. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me donner le nom d'une plante qui pourrait correspondre à mes symptômes ? Et il m'a donné le nom d'une plante, et j'ai reçu comme ça le nom d'une plante que je ne connaissais absolument pas, et je suis allée voir sur Internet ce qu'elle faisait, elle correspondait exactement aux symptômes. Alors c'est troublant quand même, des choses comme ça. Après, on a beau dire on se fait un film, enfin voilà, typiquement, c'est toujours merveilleux, moi je trouve. Souvent, on est tellement rationnel d'ailleurs on passe à côté de beaucoup de signes. Moi j'ai assisté comme ça, Valérie Séguin m'a fait le cadeau de me faire assister à une réunion de médiumnité publique avec quelqu'un une médium très puissante, et c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on était 30 ou 40 ce soir-là. C'était un fabuleux cadeau que nous faisaient nos défunts, de venir nous faire un petit coucou, de nous délivrer un message. Et souvent, ce que je me dis, c'est qu'on est tellement speed, tellement rationnel parfois, qu'on voit pas, alors qu'ils se déplacent, ils se donnent vachement de mal, ils mettent de l'énergie pour nous faire comprendre quelque chose. Et voilà. Et moi, je me dis, bon, quand même, soyons sympas avec eux, parce que ce que j'avais constaté après cette réunion de médiumnité publique, c'est qu'à chaque fois que le dialogue allait se couper, ils insistaient tous sur, tu sais, la porte qui grince là, le placard qui s'ouvre dans la nuit, ou tu sais, la fuite d'eau, ou les plumes qui tombent par terre. À chaque fois, ils nous disaient un petit mot sur le signe qu'ils nous faisaient régulièrement ou qu'ils allaient nous faire. Et donc, je me dis, ça veut dire que c'est vachement important pour eux, en fait, qu'on reconnaisse leurs signes. Oui. Et à partir de là, je me suis dit, bon, quand même, il faut vraiment essayer d'être vigilant, d'être un peu plus ouvert parfois sur ces petits messages qu'on peut avoir de l'au-delà. Oui, puis toi, tu sens que ces questionnements montent. Tu disais que c'était la rubrique la plus consultée sur ton site. Clairement, oui, clairement. Ça, en fait, oui, il y a une vraie ouverture, et puis ce besoin effectivement de se sentir moins seul dans ces ressentis, de pas avoir l'impression de perdre la boule. C'est désagréable d'entendre dire ah oui, bon, tu délires, arrête, faut que tu ailles voir quelqu'un. Non, pas du tout. Tout ça, pour moi, voilà, ce sont des mondes qui se réunissent. Tout. Oui. Puis tout cela reste un mystère pour nous. Exactement. Oui. Exactement. À accueillir. Dans les rites funéraires, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement touchée ou que tu trouves assez extraordinaires, qui mériteraient d'être plus connues finalement, dans d'autres cultures ou ailleurs? Ou là, tu parlais de ce mandala, c'était touchant tout à l'heure. Alors, ce mandala, c'est vraiment un artiste que j'ai repéré et qui faisait ces mandalas, et pour moi, qui avait vraiment du sens dans le... j'avais parlé à une maman qui avait fait un mandala comme ça pour la mort de son fils, et j'avais trouvé ça très puissant, et c'est pour ça que j'ai voulu le proposer comme rituel de deuil. Mais quelque part, c'est presque moi qui l'ai mis en place en allant chercher un artiste un artiste justement qui a perdu un fils, donc voilà, qui avait cette sensibilité qui permettait d'accompagner. Mais dans les rites, alors les gitans brûlent les affaires de leurs morts
ils se débarrassent vraiment des affaires de leur mort. Alors ça peut paraître violent, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens aussi de savoir être capable aussi de couper un petit peu, en tout cas de pas trop s'accrocher au matériel, finalement de permettre un lien mais différent, le début de la création d'un lien différent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rite que je trouve intéressant? Les Toraja, je trouve que c'est fascinant ce qu'ils peuvent vivre en Indonésie, donc de vivre avec leur mort, embaumés au milieu d'eux. Là, je regardais encore une photo sur Facebook hier avec d'une jeune fille à côté de sa grand-mère, du grand-père qui a la clope dans le bec, et qui sont pourtant morts depuis plusieurs mois. Et de vivre avec eux comme si tout était normal et de leur le temps de pouvoir leur offrir les plus belles funérailles possibles. Bon, c'est-à-dire que, en fait, ce qui me fascine, c'est surtout de se dire, on est tellement loin de tout ça, nous, qui savons même plus, qui avons peur de veiller nos morts, qui avons peur de les voir morts. Enfin, c'est vrai, je me dis simplement aussi que peut-être ça peut nous, en tout cas, de voir que ça existe ailleurs, de voir que des gens vivent comme ça, peut-être ça peut nous aider à petit peu, avoir un peu moins peur et puis être plus, justement, d'être du coup plus en capacité à accompagner ces derniers moments de vie. Parce que ça fait peur d'accompagner les derniers moments de vie quand même. Bien sûr. Eh bien, parfait. Merci infiniment pour ces paroles très pleines d'espérance, je trouve, et c'est régénérant. Je repense à une amie de mes parents qui est décédée il y a longtemps aussi, qui disait cette parole de Thérèse de Lisieux, qui disait « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Donc, puissions-nous finalement avoir tous cette vision, qu'on soit croyant ou non, ou qu'on ait une spiritualité ou non, mais d'avoir ce fameux happy end qui est le titre de ton association et aussi de ton site. Alors, Sarah Dumont, merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle que tu es l'auteur du premier guide sur les obsèques civiles et fondatrice de Happy End Life. happyend.life pour vivre en paix avec la mort, tant pour préparer les obsèques que pour parler de la mort, dans les apéros de la mort dont nous avons parlé à l'instant. J'en profite aussi pour rendre un hommage personnel à ton papa qui a été mon voisin et surtout un homme très inspirant et un grand pionnier avec ta maman du bio en France. Voilà, merci Sarah. Merci à toi Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.